Salut Quentin. Salut Jérémy, Le petit t'as bouton passé rouge un est bon allumé en week-end? haut à gauche, on est bon, on enregistre. Ouais, on Donc est décor parti. inhabituel pour toi, tu es chez toi? Ouais, je suis chez moi, ouais. Là aujourd'hui, j'avais pas envie d'aller au bureau, mais genre vraiment pas du tout. Comme je te disais, ça résonne trop en fait en ce moment et je suis fatigué, ça me tape sur la nerf, donc il faut que je change de bureau. Donc là aujourd'hui, je me ressource dans un endroit où il n'y a pas d'écho. Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai qu'en plus, avec le cri des enfants permanent, quotidien, si on peut s'épargner un écho qui rajoute une couche de stress supplémentaire, c'est pas plus mal. Non mais c'est ça, puis ma fille en ce moment, je sais pas, elle a un moyen de communication unique, c'est le hurlement depuis quelques mois. Tu rentres du bureau, j'ai 4 mètres 50 de plafond, 4 mètres 40. Ça résonne à fond. Tu rentres à la tête comme ça, et ma fille, ah, qui fait que hurler, t'as envie de te couper les oreilles des fois. Moi, j'ai mon deuxième fils, du coup, Raphaël, qui a 15 mois maintenant et qui, depuis déjà quelques temps, il est vraiment habile, c'est impressionnant. S'amuse à déplacer un tabouret qu'on a sur roulette et qu'en fait, quand tu montes dessus, roulette s'enfonce, du coup, ça crée un vrai ancrage et en fait, il va partout. Ce qui fait qu'il monte sur les meubles, il pique des fruits, il croque dedans et cetera et Aurélie, ma compagne, est partie là pour animer des séminaires sur l'insomnie, durant une semaine et hier soir, mon 1er fils a fait caca. Voilà, on est papa preneur, voilà, on est en plein dedans, hein. Faut, Donc: faut «Papa, parler il de la faut vérité, m'essuyer». hein, OK, concret. j'y vais. Je reviens, qu'est-ce que je vois? Je vois mon deuxième fils Raphaël qui a monté sur le tabouret, qui a pris du café, qui commence à en boire. J'ai l'air juste: «Arrête!» L'achat, heureusement que c'était coupé à l'eau et cetera, qu'il y avait quasiment rien dedans, mais je fais: «Mais» en plus, c'était un déca, heureusement. Je fais: «Mais lâche bonhomme, tu as 15 mois, calme-toi, Ouais, calme-toi». bah, tu vois, nous, hier après-midi, on était chez des amis là qui viennent d'avoir leur nouvelle maison du Ouais. côté de Grenoble. Et donc on faisait notre repas traditionnel de Noël avec on était 5 le couple, donc il y avait 8 enfants. Oh la vache, quelle Et horreur. 8 enfants, ouais. C'est 8 de trop, je Et crois, non? de deux à 7, entre 2 et 7. OK. Et donc, galette, donc cidre, donc j'accompagne des amis, sur la terrasse. On était, nous, les 4 copains d'enfance, et on avait sorti nos verres de cidre. J'avais un pote qui se fumait un cigare, et à un moment, je me retourne, je vois ma fille avec le verre de cidre en train de le boire. Je fais: «Qu'est-ce que tu fais?» Elle a dormi 1 heure et demie sur le retour, et sur le coup, je me suis dit: «C'est vraiment pas bien de penser ça, mais c'est hyper efficace». Tu sais, à l'époque de nos grands-parents, c'est des fois, quand on dit: «Mettez un peu de gnôle dans le biberon pour, calmer les gamins», des fois, tu sais pourquoi. Ouais, après, Et je l'ai vu, j'ai on fait: va «Oh éviter de regarder du non, côté non, des non, non». séquelles neurologiques parce que de l'alcool à cet âge-là, après, ça reste du cidre, donc ça va. Je me suis décomposé quand j'ai vu: «Eh, c'est super bon». Je fais: «Non putain, non, pas 3 ans, Lâche, pas 3 ans et lâche demi». ça. Non, c'est que c'est un sport, c'est un sport. Ah Moi, complètement. aujourd'hui, je voulais, lancer un sujet. Tu as la surprise du sujet, hein, Ouais, je t'ai vas-y, je suis rien dit à impatient. l'avance. C'est le sujet de l'erreur somatique dont je parle très souvent, moi, en podcast à mon niveau et on fera un lien aussi avec l'éducation des enfants parce que ça m'a été demandé par une auditrice qui s'appelle Aurélie. Est-ce qu'on avait parlé ou non d'éducation? Donc je pense qu'on va en parler, du Mmh. moins je parle, à nos 2 noms, mais je pense que oui, parce qu'on a une Complètement. vision assez partagée et puis des méthodes assez particulières d'avoir notre enfant comme allié et non pas comme, bourreau, en quelque sorte, mais ça, on en Complètement. parlera plus tard. Mais tout ça pour dire, effectivement, c'est un sujet qui est vraiment important, je pense, en tant que papa preneur et pour éduquer ses enfants. Alors qu'est-ce que l'erreur somatique? Je prends un peu le lead, hein, tu Attends, avant rebondiras avant quand avant quand ça tu avant ça, j'aimerais te poser une question. C'est, dis-moi. pourquoi est-ce que c'est important ce sujet à tes yeux? L'erreur somatique ou, l'éducation des enfants? Ou l'alcool Les pour 2, les les enfants? 2. L'éducation des enfants? L'alcool, on n'en parlera pas, on le mettra en PS, Alors, mais pour le coup, somatique, je le dirai l'éducation juste des après enfants, tout ça. parce que c'est super, c'est vraiment une découverte qui a été faite récemment par Carl Friston, un super neuroscientifique. Donc je dirai après le Mmh. pourquoi du comment c'est important et l'éducation, en fait, Aurélie et moi, ça fait un peu new age de dire ça, j'en ai conscience, un peu hippie et cetera, mais on est pour l'éducation dite positive, mais pas dans le Mmh. sens l'enfant roi. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé, toi et moi, Ouais. d'éducation vraiment, plus de mode d'éducation, on en a jamais trop parlé, Ah, c'est vrai, ouais. mais pas en mode enfant roi, plus en mode enfant responsabilisé. Et surtout, en plus, on va pouvoir boucler avec le sujet, tu me lances sur la bonne route. Surtout avec le côté enfant autonome et enfant qui a une motivation non pas intrinsèque, mais extrinsèque. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, souvent avec nos enfants, on a tendance et c'est terrible parce que c'est ancré en nous, à constamment leur dire: «C'est bien mon cœur, c'est bien mon chéri, tu as réussi à faire ça, tu as réussi à ne pas faire pipi, tu as réussi à te nettoyer, à être autonome». Sauf qu'en fait, à cause de ça, les enfants font le travail non pas pour eux-mêmes, mais pour avoir la gratification des parents. C'est ça, ouais. Du coup, ça donne potentiellement à terme, si je grossis le trait, des salariés ou des adultes qui font les choses non pas pour eux-mêmes, mais pour bien se faire voir. Pour leur image, pour Mmh. avoir une reconnaissance sociale de leur père, de leur famille et cetera
Du coup, ça fait des personnes non pas capables, des fois, d'agir à contre-courant, même quand c'est nécessaire. Parce que quand on va à contre-courant, forcément, on va en opposition des félicitations et du coup, si ça n'a pas été ancré depuis le plus jeune âge, c'est plus compliqué. Et c'est pourquoi, c'est très compliqué, vraiment, mais je vous invite réellement, vous qui nous écoutez, à ne pas dire à votre fils, à votre fille: «C'est bien, c'est génial», mais plus à verbaliser ce qu'elle a fait. Par exemple, si votre enfant vous dit: «Papa, j'ai fait un dessin, est-ce qu'il est beau?» «Oui mon cœur, tu as mis plein de couleurs. Et toi, tu aimes bien ton dessin? Tu en penses quoi? Est-ce que tu es fier?» Vraiment renvoyer la balle à l'enfant pour que lui, il verbalise les choses et pas dire Ouais. uniquement: «C'est bien» et cetera. Parce que c'est vrai qu'on a constamment la réponse universelle à dire: «C'est bien, c'est beau, c'est merveilleux». Sauf qu'en plus, il y a même pas de jauge par rapport à ça. Il y a pas de notion d'évolution, de compréhension. Alors si tu dis effectivement: «Pourquoi tu as mis du rouge ici?» «Ah mais c'est un carré, pourquoi un carré? Pourquoi tu as pris ce stylo et pas celui-ci?» On rentre dans l'interaction, dans l'explication aussi. C'est-à-dire qu'au Mmh. niveau développement cognitif, ça force l'enfant à se challenger, à réfléchir au pourquoi du comment il a fait ça et cetera. Et des fois, mon fils aussi, il fait un dessin qui ressemble à rien parce que c'est un enfant et je lui dis: «Et pourquoi tu as fait ça?» Il fait: «Bah, je sais pas, ça représente quoi?» «Je sais pas». «Ah, c'est ton imagination que tu fais travailler». «Oui, c'est ça papa, c'est mon imagination». Et là, par lui-même, il se met sur un piédestal. Et là, c'est important. Mmh. Parce qu'on est sur de l'intrinsèque et non pas sur de l'extrinsèque. Ça émane de C'est nous c'est et non hyp pas de l'extérieur. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a 2 choses qui me viennent. Déjà la première, c'est un truc, ça on s'est questionné avec ma femme la semaine dernière. OK. Parce que, j'enlève mon côté totalement biaisé de papa, mais ma fille est très belle. Dans le Je sens où c'est confirme, la j'ai très peu en photo, mais c'est vrai qu'elle est très belle ta fille, ouais. c'est l'archétype de la petite fille blonde, Mmh. des bouclettes, des traits très fins, des grands yeux bleus et en fait, tout le monde lui dit depuis qu'elle est petite, qu'elle est très, très jolie, qu'elle est très, très belle. Donc ça en fait une fille très coquette. Ce week-end, on allait lui faire percer les oreilles parce que ça fait 6 mois qu'elle veut absolument des boucles d'oreilles et ma femme en a marre qu'elle, mette les siennes et qu'elle les fasse tomber et qu'elle les casse. Donc elle dit: «Il faut que ma fille ait ses propres boucles d'oreilles» et en fait, la semaine dernière à l'école, apparemment, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'elle était pas jolie et son monde s'est effondré. Elle a passé Ouais. 3 jours à quand elle pleurait, au bout d'un moment, tu sais, les gamins, ils sont en purge émotionnelle quand ils pleurent. Au moment, ils lâchent tout en fin de journée Mmh. et tu as toute leur frustration qui part et ça finissait pendant 3 jours à: «Je suis pas belle, je suis pas jolie, je suis pas belle» et là, avec ma femme, on s'est dit: «Putain, faut vraiment qu'on fasse gaffe et qu'on dise aux autres qu'ils arrêtent de lui dire: "Tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie, tu es jolie"» parce qu'en fait, c'est pas des autres qu'elle doit l'attendre. Elle Mmh. doit savoir et être consciente qu'elle est belle. Mais elle, de dire: «Je suis belle» et c'est pas les autres qui vont définir ma beauté. Tu vois, premier truc et deuxième chose, quand tu parles de motivation extrinsèque et intrinsèque et le dialogue que les parents peuvent avoir avec les enfants, ça me fait penser à un truc. Il y a quelques semaines, on a emmené, Emilia à un cours de danse parce qu'elle fait que danser. Donc à un moment, je me suis dit: «Il faut qu'elle fasse une activité physique» et la baby dance, ça paraît très bien. Et quand tu regardes un peu les autres parents, tu en as plein qui sont tournés vers le regard des autres et qui disent: «Mais Ah oui. regarde lui comme il bouge, mais regarde lui ce qu'il fait, mais regarde pourquoi toi tu prends pas autant de plaisir, regarde cette petite fille ou ce petit garçon, il est tout le temps en train de sourire». Et tu vois, moi je regarde ça et je me dis: «Waouh, c'est chaud» parce qu'en fait, tu es tout le temps en train de comparer ton enfant aux yeux des autres et donc ce qui fait que lui, il est pas orienté vers sa propre performance, façon de passer, façon de parler, sa propre, son propre kiff en fait et plutôt de se dire: «Bah tiens, qu'est-ce que font les autres que je pourrais faire?» Alors que moi, tu vois, ma fille, la manière dont je lui parle, c'est à la fin, le seul truc que je vais lui poser comme question, c'est: «Tu as pris du plaisir? Mmh. C'était bien? Est-ce que tu as aimé?» Parce qu'en fait, si tu aimes pas, on se casse, on fait autre chose, tu feras une autre activité. Par contre, si tu aimes, toi, vraiment, on continue et c'est tout ce qui compte. C'est que les gamins arrivent à avoir cette, tu vois, c'est hyper intéressant comme discussion parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce genre de discussion, en tout cas sérieuse, sur l'éducation, toi et moi. Mais de responsabiliser les enfants, et ça permettra de faire le lien avec ce que tu voulais dire Mmh. justement sur l'erreur sympathique. De responsabiliser les enfants, déjà sur ce que eux ils aiment, de l'accepter et de fonctionner de manière intrinsèque. Tu vois? De dire: «Qu'est-ce que j'aime? En quoi je peux être utile? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait kiffer?» assez tôt dans leur âge. De leur faire poser des mots sur leur comportement, sur ce qu'ils aiment, sur, leur créativité comme tu l'as fait avec ton fils. Alors, des mots et des émotions aussi, là je rebondis par rapport à 2 choses. Après, on Complètement. rentrera peut-être enfin dans le sujet. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle en déviant, mais c'est vrai que c'est passionnant d'échanger sur les thématiques comme celle-ci. 1 chose, c'est mon grand-père, bon forcément qui dit, galette des rois, dit forcément visiter la famille, même si je le vois toutes les semaines quasiment et la relation entre mon premier fils, Nathan, donc le plus grand et mon grand-père est un peu compliquée. Parce que lui s'occupe très peu de lui et cetera, mais il en attend quand même beaucoup en retour. Et du Mmh. coup, il s'est occupé de lui, ce week-end et il lui a fait à la fin, avant de partir: «Je me suis bien occupé de toi Nathan,
Est-ce que, bah, du coup, tu me dois un bisou, toi? Et je trouve ça juste Ah ridicule, ouais, en fait. putain, C'est encore une fois, ouais. c'est l'ancienne génération, du coup, voilà, c'est compliqué de le blâmer et cetera, c'est sa façon de penser, mais il faut arrêter de faire des choses que les enfants doivent quelque chose. Non, il doit rien. Mon Mmh. fils ne doit rien, je suis désolé, c'est terrible à dire, mais il ne doit rien. S'il le fait, c'est de bon Ouais, cœur, je suis d'accord. pas en le forçant. Comme les parents qui disent à leur enfant Mmh. potentiellement de 1 an ou allez, 1 an et demi quand il commence à parler: «Dis bonjour». Tu dois dire bonjour. S'il veut pas, laissez-le. En fait, il faut arrêter d'imposer des choses. Il a pas l'humeur et cetera. Quand on grandit, effectivement, c'est bien la politesse. Sauf quand on est petit, c'est 100 de l'émotionnel. Donc on force l'enfant à être gentil, à être poli et cetera, alors que des fois, lui ne le veut pas. Laissez-le. En plus, On en quoi le bonjour d'un enfant on a une force importance l'enfant pour vous? mmh, Ça change pas votre on journée, force quoi. l'enfant à se comporter comme un adulte, C'est en ça, oubliant que c'est un enfant. c'est ça, c'est ça, Mmh. exactement, ouais. Et l'autre élément sur lequel je voulais rebondir, et là je risque un peu de faire un peu polémique, je pense, façon de parler. J'ai un souvenir qui est ancré, après il y a un petit truc polémique aussi que je vais amener, peu importe. Hem, un souvenir qui est ancré dans l'ancienne école de Nathan. Un jour, on était devant l'école avec Nathan et il y a une gamine qui pleure à chaudes larmes. Et là, sa mère ou sa grand-mère, je sais pas trop, s'adresse directement à Nathan et à la petite fille en disant: «Regarde, regarde, regarde-toi comme tu pleures. Le petit garçon, il te trouve méchante à cause de ça». Putain, mais désolé, mais Bah, tu es conne ou quoi? Tu es conne, vraiment, tu es stupide. Et en fait, désolé pour les vulgarités, mais ça me met vraiment hors de moi. Et je trouve aujourd'hui, on est dans un monde où constamment tous les parents se disent: «Ah, mon gamin, il est zèbre, il est haut potentiel énergétique, émotionnel et cetera». Non, en fait, ton gamin, tu l'as jamais éduqué à comprendre ses émotions. Je dis pas qu'il y a pas mmh, des cas où il y a des zèbres, des hauts potentiels et cetera. Je connais pas trop cette terminologie-là, mais juste, tu arrives pas à faire exprimer une émotion à ton enfant. Ton enfant connaît que la joie et la tristesse. Il connaît pas la demi-mesure. Pourquoi? Parce que constamment, dès qu'il est dans un extrême, tu le contrains. Tu le fais pas verbaliser. Nous, avec Nathan, depuis son plus jeune âge, dès qu'il y a une émotion, Nathan, là, tu ressens de la jalousie. Là, tu ressens de la frustration. Là, tu ressens de la colère. mmh, Là, c'est de la haine. Là, c'est de l'amour. Là, c'est de la joie. Et maintenant, Nathan, à 1 an et demi, 2 ans, ça va décrire chacune de ses émotions. Donc, de une, déjà, mmh, ça en fait un enfant qui se comprend. On est à nouveau sur le côté interoception. On se comprend soi-même, on se comprend comment on agit, on comprend ses émotions et on sait les verbaliser. Aujourd'hui, Nathan voit une psy pour différentes raisons, notamment pour la relation avec, son frère et cetera, mais peu importe, on en parlera peut-être un autre jour. Mais la psy nous l'a constamment dit: «Nathan a un vocabulaire émotionnel qui est extrêmement riche pour un enfant de son âge». Parce qu'il mmh, comprend les émotions, il sait dire les émotions aussi des autres et ça fait mmh. un enfant en C'est les maîtrise. bases de l'in Ouais, c'est les bases de vas-y, l'intelligence émotionnelle. Et complètement. en fait, moi, tu vois, c'est marrant parce que c'est un sujet que je travaille avec mes clients, donc qui sont pas des enfants, hein, qui sont des êtres adultes à Ouais, mais part du coup, entière c'est l'un des adultes et justement qui incapables. C'est ça le problème. qui arrivent à 30, 40, 50 ans à dire, il y a la joie et la colère. Ouais, ouais. Et en fait, ils évoluent dans un monde binaire. Et le premier truc que je fais, c'est pas de creuser, tu vois, hyper profondément dans leur psyché pour qu'ils se comprennent mieux, machin. C'est juste déjà, et à chaque fois, ils me regardent avec des yeux de merlan quand je leur dis ça. Si je leur donne une liste d'émotions, je leur dis: «OK, tu vas les lire et dans la semaine qui arrive, tu vas essayer de les repérer au quotidien». Il dit: «Bah ouais, mais je vois pas l'intérêt». En fait, l'intérêt, c'est plus ton vocabulaire émotionnel est large, Mmh. plus la manière et la précision dont tu vas voir ton quotidien s'affinent. Parce que il y a Clairement. plus que la joie et la tristesse. Il y a la frustration, il y a la colère, il y a énormément de choses. Mmh. Et il y a pas que le bonheur, il y a la mélancolie. La mélancolie, tu vois, pour beaucoup, ah, c'est quelque chose de négatif. Non, la mélancolie, c'est un mélange de tristesse et de joie. C'est une émotion secondaire. C'est 2 émotions primaires qui sont mixées. Et quand tu arrives à comprendre ça et que tu arrives à affiner ton vocabulaire émotionnel, comme tu le fais avec Nathan, ta vision du quotidien s'affine. Ta vision de ta vie émotionnelle, de ta vie intérieure, de ton interoception, comme tu le dis, Mmh. s'affine. Et c'est ce qui donne des enfants émotionnellement stables. Ouais, c'est ça, complètement. Et l'étape d'après, c'est de faire comprendre ce qui est à l'origine de ce sentiment. Parce qu'aujourd'hui, on a Mmh, constamment des adultes, je pense que tu vas abonder dans mon sens par rapport à tes clients, ton expérience personnelle comme professionnelle, qui sont constamment à l'emprise de leurs émotions, constamment en colère, constamment triste ou même constamment joyeux, même si là c'est plus intéressant, mais sans comprendre le pourquoi du comment ils sont dans cet état-là. Pourquoi ils sont constamment en colère? Et en fait, faire cette recherche un peu de la cause première, du pourquoi du comment je suis en colère, personne ne le fait. Sauf que dès lors qu'on sait ce qui nous met en colère au quotidien, moi je sais les triggers qui m'énervent directement, on peut agir dessus. Et même si on peut pas, mmh. on sait pourquoi. Et on devient à nouveau maître de soi-même. Et là, c'est intéressant, je trouve. Tu en penses quoi? Moi, je suis entièrement d'accord parce que tu vois, il y a 2 manières dont je travaille avec mes clients c'est même pas les émotions, c'est sur la vie en général, sur le principe des pensées. Mmh Parce mh. que je pars du principe que quand tu arrives à maîtriser, enfin, tu ne peux pas maîtriser, mais quand tu arrives à comprendre comment fonctionnent tes pensées et tes émotions, tout devient beaucoup plus fluide dans la vie.
Et tu vois, c'est adapter, le raisonnement socratique, vraiment trouver la cause Ouais. première avec un raisonnement scientifique, hein. Tu peux prendre le rasoir d'Occam, tu peux prendre des raisonnements comme, les méthodes de Feynman pour Mmh. comprendre les causes racines de ce qui se passe dans ta vie, sans trop te prendre la tête et partir en psychanalyse, machin. Mais il y a aussi un travail que j'aime beaucoup faire et d'ailleurs qui s'appelle, The Work. C'est le travail de Byron Katie qui est un auteur, ou une autrice, ça dépend comment on voit le truc, américaine et qui a fait énormément de séminaires et qui est justement, dans cette idée de se dire à travers des questions simples, on va pas, comme je le dis, rentrer en mode psychanalyse, ça va prendre des années, mais juste des fois avec une feuille et un stylo ou un échange et 4 questions, se poser la question de: «OK, la pensée que je suis en train d'avoir, est-ce qu'elle est vraie? Oui ou non? Est-ce que c'est vraiment vrai? Mmh. Oui ou non?» Et en fait, plus tu te poses des questions comme ça, de te dire: «OK, et est-ce que je peux la retourner?» Par exemple, «Ma femme me déteste», de dire: «OK, est-ce que je peux retourner cette pensée?» de se dire: «Bah, ma femme m'adore» et de voir comment ça se passe, en fait, intérieurement, quelles émotions ça te fait ressentir. Ça te permet, en fait, d'avoir de manière très simple, comprendre ce qui se cache derrière tes émotions, comprendre ce qui se cache derrière tes pensées et heu et des fois de voir la vie mais d'une manière totalement différente. Tu vois, tu disais que il y a beaucoup la majorité des personnes, vivent leurs émotions sans les comprendre. En fait, ils sont en réaction à un environnement. Les émotions, c'est juste, un stimuli externe qui vient déclencher Mmh. quelque chose en toi et cette émotion, elle va engendrer des pensées et ces pensées, ça va engendrer un discours interne, parfois récurrent. Et discours interne, ça va engendrer certaines actions que tu vas mettre en place. Ces actions, elles vont engendrer des résultats et souvent les personnes, en fait, elles se contentent d'analyser le résultat. Tu vois, en se disant: «Tu j'ai tel résultat, c'est pas normal» ou «Ça devrait pas être comme ça». Mmh. Le résultat, c'est que je suis malheureux, le résultat, c'est que je suis tout le temps en colère, le résultat, c'est que ci, c'est que ça, c'est que machin. Mais en fait, il faut bien comprendre que souvent les mots que tu utilises au quotidien et qui vivent dans ta tête, c'est ceux qui vont définir tout le schéma d'action qu'il y a derrière et que ce discours interne, souvent, eh ben, il naît des émotions, comme tu viens de dire. Et si tu comprends pas tes émotions, mais putain, tu es dans la merde, en fait. J'ai Et j'aborde un grand c'est si bête que ça. j'aborde un grand sourire parce qu'on en parle le sujet que je voulais amener, donc ça tombe plutôt bien. Mais juste avant ça, outil supplémentaire et complémentaire au rasoir d'Occam, du coup, qui dit simplement que souvent la solution la plus simple, c'est la bonne solution. Ouais, c'est Ce vrai que sont je l'ai simplement pas défini, ouais. ouais, au cas où, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est juste une règle de base, mais souvent ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui marche, hein. Et Mmh. aussi tu as le rasoir d'Along, je sais pas si tu connais? Ouais. Il faut pas attribuer du coup à la malveillance ce qu'on peut attribuer à la stupidité. Mais bon, peu importe, c'est autre chose. Moi, je vais dire simplement un outil vraiment qui fonctionne très bien aussi, qui est vraiment le plus simple que je connaisse et qui est issu de la qualité des méthodes, et ce sont les 5 pourquoi. Ouais, bien sûr. Pourquoi tu es en C'est colère? dans le Ouais, c'est ça. toyotisme où En ils l'ont fait, mis on en place. remonte à la cause première, du coup, c'est la racine Mmh. des causes et des conséquences. Pourquoi tu es en colère? Parce que ceci. Pourquoi ceci? Parce que cela. Pourquoi cela? Parce que ceci. Et on remonte logiquement au bout de 5. Alors 5, c'est un chiffre qui est arbitraire, hein. Ça peut être 3 comme 7, peu Mmh. importe. L'idée, c'est de poser une série de questions qui commencent par pourquoi, en reprenant simplement la réponse de la personne avant, pour remonter à la cause racine. Et comme ça, vous allez faire Mmh. comprendre à votre enfant d'où vient le problème. Et vous aussi, vous allez le comprendre. Du coup, si jamais l'événement déclencheur survient à l'avenir, vous pourrez anticiper le comportement de l'enfant pour soit l'accompagner au plus tôt, soit enlever l'élément déclencheur. Et tu vois, je rigole parce qu'en fait, ça me fait aussi, penser au fait que pour une fois, c'est toi qui vas poser pourquoi 50 fois la Ouais, question. ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors maintenant, l'erreur somatique, c'est drôle parce qu'on est en plein dedans. Qu'est-ce Vas-y. que c'est? En fait, on a un neuroscientifique, Carl Friston, qui a mis en évidence, bon, la théorie date d'un peu avant, mais lui l'a réellement démontré, il me semble, comme quoi le cerveau humain n'est pas un organe dit, réactif, mais anticipatif. Autrement dit, le cerveau humain ne réagit pas, il anticipe les conséquences de ses actions, et cetera. Notamment par le biais de neurotransmetteurs. Ça, on s'en fout, c'est la partie technique. Tout ça pour dire, Mmh. autre élément également important, pardon, pour compléter l'équation, qui va mener à la solution où je vais amener après, le cerveau humain, son but premier, c'est la survie. C'est un logiciel à survie, ni plus ni moins. Chaque action que vous faites au quotidien, vous en avez pas conscience, mais c'est pour maximiser vos ressources disponibles. Donc potentiellement de l'argent, du temps, des relations, ce qui abonde à chaque fois dans une finalité de survie. Quand on combine ces 2 éléments-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le corps humain et que le cerveau humain ont un objectif premier qui est l'économie d'énergie. Parce que qui dit énergie en réserve dit survie à nouveau. Parce que quand on Survie. fait face à un Mmh. prédateur, ça remonte à l'époque préhistorique, si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas fuir, on ne peut pas se battre, on ne peut pas potentiellement passer en mode freeze, donc paralysie, qui est également une stratégie de survie intéressante. Tout ça pour dire que quand on met tous ces éléments-là et qu'on les mixe ensemble, on remarque que le discours interne a une très grande, comment dire, influence
sur la capacité à réussir quelque chose. Simplement, si on se dit en tant que papapreneur: «Je vais pas réussir ce projet-là parce que j'ai pas le temps. Je vais pas réussir parce que mon enfant va me prendre de l'énergie, parce que X, parce que Y, parce que Z», on va envoyer un message au corps et au cerveau d'échec. Donc à partir de là, pourquoi le cerveau déploierait de l'énergie pour réussir, sachant qu'il sait qu'il va échouer? Son but, c'est la survie, c'est l'économie d'énergie. Donc dès lors qu'on a une pensée négative par rapport à un accomplissement de tâche en particulier, on n'aura jamais les ressources disponibles pour faire la tâche. Soit pour la faire bien, donc pour la mener à bout, soit pour la faire efficacement. Du coup, on la mener en moins de temps. Ce qui est nécessaire quand on est papapreneur, c'est faire les choses rapidement et efficacement. Donc si dès lors on se met un bâton dans les roues en se disant: «Je ne pourrais pas y arriver, parce que X, parce que j'ai mal dormi, parce que ceci, parce que cela», qui sont certes des facteurs importants et qui vont rentrer en compte, mais si on les noircit encore plus, jamais le cerveau aura de l'énergie disponible, à la fois cognitive, à la fois motivationnelle et j'en passe, pour accomplir la tâche en question. Donc constamment, prenez le temps avant de travailler, d'analyser votre discours interne. S'il est mauvais, ne faites pas la tâche. Faites autre chose pour lequel le discours interne est bon. Est-ce que tu Mmh. rebondir par rapport à ça, toi qui as un aspect plus du coup consultant, donc plus ce côté mindset, tu vois? Moi, j'apporte le côté scientifique, neuroscientifique, toi le côté mindset. Par rapport à tes clients, est-ce que tu as pu le remarquer ça? Par rapport aux miens, clairement, ça se voit. Moi, le discours interne, c'est un truc qui m'a toujours fasciné parce que pendant des années, j'ai eu un discours interne de merde. Ouais, Malgré des années de sportif de haut niveau, de machin, de trucs, j'étais très, 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 très dur avec moi-même et effectivement, ça peut t'apporter des résultats. Ça t'apporte des résultats, mais ça t'apporte pas de bien-être. Donc tu es tout le temps dans des espèces de spirales émotionnelles négatives et tu vois, par rapport à ce que tu dis, j ça m'a toujours fasciné parce que, souvent, les clients avec lesquels je bosse, à un moment, c'est quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, ils lâchent les vannes. Ils disent: «Putain, mais en fait, moi, j'en ai marre de me tuer à la tâche, je veux être heureux. Pourquoi est-ce que ouais, j'arrive pas à être heureux?» Et je réponds toujours ce que tu viens de dire. Mais parce que le rôle de ton cerveau, c'est pas de te rendre heureux, c'est de te faire survivre. Et si tu es en mode survie actuellement, c'est que inconsciemment, tu essaies de survivre un truc. mmh. Maintenant, il faut que tu découvres quoi. Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est le manque d'amour? Est-ce que c'est, le manque d'amour personnel? Est-ce que c'est il y a plein, plein de trucs. Mais ce discours interne, en fait, il est hyper important. Tu vois, il y a des études, j'ai plus du tout, heu si je pense pas que ce soit Daniel Goleman qui en parle, mais bref, c'est ou Dan Pink, je me souviens plus. Mais sur le pouvoir de la prière et là, OK. existe toute considération religieuse. Hem, Parce que tu crois en Dieu, que tu crois pas en Dieu, machin, à la limite, je m'en fiche. On va partir du principe qu'on est tous, neutres ici. Mais tu mets de côté le truc spirituel, il est prouvé scientifiquement, tous les neuroscientifiques qui ont montré, qui ont fait des études dessus le montrent, que la prière a un impact énorme sur le bien-être, Mmh. mais aussi les performances mentales, la qualité de la vie, les performances cognitives, et je pense que j'ai dit niveau de bien-être. Je t'ai dit que j'ai passé une nuit de merde, donc si je me radote, Moi aussi. si je commence à radoter, c'est possible. Mais c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, que tu sois, dans un monastère, que tu sois, moine et que tu pries ou que simplement le matin tu te lèves ou que toi tu parlais juste avant de te mettre à bosser, de juste fermer les yeux, de faire preuve d'un peu de gratitude et de te dire, heu: «J'aimerais qu'aujourd'hui il se passe ci, ça, machin, machin». On se rend compte qu'après 2 à 3 minutes de prière, de pensée positive, tu appelles ça comme tu veux, juste on va dire d'envoyer un message à l'univers, comme certains diront, le corps chimiquement Ouais. réagit et réagit de manière positive. Et c'est hyper intéressant parce que tout est basé sur le dialogue interne. Quand je te dis, toi auditeur ou toi Jérémy, ne pense pas à un éléphant rose, tout le monde la connaît celle-là. C'est normal parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Mais en fait, Donc si ton tu dois cerveau, tu visualiser la négation pour prévoir l'opposé. c'est pour ça qu'en fait, Mmh. les gamins, il ne faut jamais leur Bien dire: «Ne sûr. fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais machin», parce qu'eux, ils ont un raisonnement qui est beaucoup plus, simplifié que le nôtre et ça leur demande un énorme effort cognitif de faire l'effort de compréhension du pas ou de la négation. Mmh. Et c'est pour ça que nous, en fait, quand on dit: «Tiens, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça», en fait, tout ce que tu dis, tu l'attires à toi parce que ton cerveau, il comprend pas la négation. Ton cerveau, il est là pour te faire survivre. Il a un raisonnement binaire. Si tu lui dis: «Ma vie est géniale», il te dira: «OK, la vie est géniale». Si tu lui dis: «Ma vie, c'est de la merde», il te dira: «OK, ta vie, c'est de la merde». Mmh. Il est totalement neutre, émotionnellement neutre. Donc ce que Ouais, tu de lui 1, il dis, se il le le dira prend. et de 2, il va t'entériner dans le comportement que tu as choisi. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que souvent on dit, ce que tu ce que tu fuis, tu l'attires. Mmh. Parce qu'en fait, c'est quand tu dis et ça, tu vois, c'est un truc très important. On parle de papapreneur, donc on parle d'entrepreneur.
Avoir envie de gagner, ne pas avoir envie de perdre, ce sont des dynamiques de croissance qui sont radicalement différentes. Et pourtant, j'ai beaucoup de clients qui me disent: «Ouais, c'est pareil». Non, pas du tout. Avoir envie de gagner et ne pas avoir envie de perdre, tu te bats pas pour la même chose. Ne pas avoir envie de perdre, tu survis. Avoir envie de gagner, tu te développes. T'es dans des dynamiques, en fait, une qui va vers l'arrière, une qui va vers l'avant. Mmh. Et tous Complètement. ces discours internes, les mots que tu utilises, les dynamiques, vocales internes que tu utilises, définissent, en fait, ta trajectoire. Et ça boucle avec l'éducation du coup, parce que si on refait écho à la personne dont je parlais qui disait que sa petite fille était méchante parce qu'elle pleurait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça en tant que parent? On impose une étiquette à ses enfants. Et l'étiquetage, Mmh. c'est une des pires choses possibles que l'on peut faire à un enfant comme à un adulte. Dire constamment à un enfant: «Tu es méchant, tu es mauvais, tu es pas gentil» et cetera. OK, c'est placer son cerveau dans les conditions pour qu'il reste comme ça, ni plus ni moins. Ça, Par c'est un exemple conditionnement négatif. C'est complètement. pareil que le conditionnement positif du chien de Pavlov. Mmh, On est au début de l'idée de conditionnement et le conditionnement positif, c'est un conditionnement auquel on a attribué, on renforce des traits des traits positifs. complètement. Tu entends la cloche, le chien se met à baver parce qu'il a faim. Mais tu peux très bien faire un conditionnement négatif en rebondissant justement sur: «Tu es pas bien, tu es machin, tu es machin». Tu vois, moi pareil, les arrière-grands-parents, de ma fille ou que ce soit ma grand-mère à moi, quand elle pleure, c'est ce truc d'ancien que je déteste et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est: «Oh arrête, tu es pas jolie quand tu pleures». Oui. Un gamin qui entend ça, mais putain, moi, à chaque fois, je dis: Arrêtez, arrêtez de dire ça, c'est hyper violent». Pas pour vous, c'est marrant, mais non, c'est hyper violent». Mmh. Complètement. Et c'est là aussi que mince, j'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle, l'émotion des fenêtres de bref, peu importe. C'est le hindsight window, en Ouais, anglais ouais, mais qui j'ai du coup, plus le nom de cette façon de tu as des communiquer, mais fenêtres de tir émotionnel, en fait. c'est vrai que c'est intéressant, en fait, c'est de dire simplement, par exemple, qu'un enfant a un comportement qui est négatif selon vous, ce qui peut arriver et cetera, c'est pas de blâmer l'enfant, c'est de blâmer le comportement. En fait, c'est quand tu es Mmh, comme ça, moi je ressens ça. C'est pas: «Nathan, tu es méchant», non. C'est: «Nathan, quand tu tapes ton frère, pour moi, c'est un comportement qui n'est pas approprié et pour moi, c'est de la méchanceté. Ton comportement est méchant». C'est pas l'enfant qui est méchant, c'est le comportement. Parce que l'enfant peut agir sur le comportement, pas sur lui-même et ça mmh. fait la En différence en et Dans les et dynamiques de communication, c'est ce qu'on appelle, ne pas confondre le message et le messager. oui, complètement. Mmh, Et tout ça pour dire également du coup aussi que des phrases un peu toutes bêtes qu'on peut proposer un p que l'on peut pardon, donner sous un ton un peu, humoristique. Par exemple: «Tu es pas doué en maths comme papa». OK, bah oui, bah tu fais en sorte que ton gamin sera jamais doué en maths. Parce qu'il y a 2 mmh, éléments qui jouent ici. À nouveau, cette notion d'erreur somatique, le cerveau qui va se mettre en branle pour ne pas déployer l'énergie nécessaire pour être efficace en maths. Et également, c'est une notion ostéosynergique. Qu'est-ce que l'ocytocine? C'est l'hormone du lien social. Et en fait, c'est con, mais à nouveau, le cerveau est câblé pour la survie, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit. Mais si un papa dit à son fils: «Tu pas bon en maths comme papa», le cerveau va se dire: «OK, il faut que je reste mauvais en maths pour avoir l'amour de mon père, pour rester dans la mmh. tribu, pour Ouais. survivre. En fait, Si je deviens bon en maths, je tu vois, deviens différent de mon père. Du coup, il peut ouais. m'enlever de la tribu. Donc je peux risquer pour ma survie». C'est con, mais une Mmh, simple phrase stupide qu'on peut proposer et présenter 10 fois par jour peut avoir des conséquences dramatiques sur une vie d'un enfant et sur la sienne aussi. mmh. Là, on en vient aux dynamiques de croissance de Carol Dweck, sur le growth mindset et fixed mindset, l'état d'esprit fixe ou Oui. l'état d'esprit de croissance. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, même des personnes très intelligentes, peuvent avoir un état d'esprit totalement fixe, ce qui les limite dans leur raisonnement, dans leur pensée, dans leur croissance personnelle et professionnelle. Car, ils partent du principe qu'ils sont, heu, j'aime bien faire l'analogie avec le poker, les 5 cartes qu'on leur a données à la naissance et Mmh. qu'ils ont aucun pouvoir, sur le reste. Donc en gros, ils ont une somme d'intelligence qui leur a été donnée et qu'ils ne pourront jamais la dépasser plutôt. Alors que de l'autre côté, tu vois, tu as l'état d'esprit de croissance qui est plutôt de se dire: «Bah, OK, la quantité de connaissances que j'ai et d'intelligence que j'ai à l'heure actuelle, c'est un point de départ. C'est pas Mmh. une limite, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un point de départ et avec du travail, de l'effort, de l'abnégation, tout ça, bah, je peux m'améliorer. Pas devenir Einstein du jour au lendemain parce que je l'ai décidé et que j'adopte un discours interne positif, Oui. mais plutôt de se dire: «Non, je suis pas limité par ce que je suis» et C'est vrai effectivement, que tu vois, ouais. moi, pendant des années, je me suis dit: «Je suis nul en maths» et j'ai toujours été nul en maths. Mais quand je te dis nul en maths, c'est du collège au lycée, j'avais entre 2 et 3,5 de moyenne. Mmh mh. J'étais nul. Puis à la fin du lycée, j'ai toujours voulu travailler dans la banque. Heu, je me suis vraiment intéressé au marché des actions, vraiment intéressé à la finance et bah, bizarrement, j'arrivais à être pas trop mauvais en maths. Je suis pas devenu un génie, hein, mais je commençais à dans mes cours de finance, à avoir plutôt 13, 14 de moyenne Mmh mh. et après quand je suis passé à Dauphine, que j'ai fait mon master en gestion de patrimoine, là, j'avais de la finance appliquée au marché et tout, c'était des grosses équations. J'avais plus 2, 3 de moyenne, j'avais 12, 13. J'étais pas un génie.
mais j'avais compris l'utilité de ce que les mathématiques pouvaient m'apporter dans mon métier et dans mon enrichissement personnel, dans mes investissements. Là, tout de suite, tu te rends compte qu'au final, je m'étais dit que j'étais une merde en maths, c'est pas le cas. C'est mon discours qui faisait que j'étais nul. Et c'est vrai que, ce qu'on partage avec Quentin peut sembler un peu ésotérique. C'est un peu le côté, pensée positive et cetera, machin, machin. Mais à nouveau, c'est baqué par la science, même par la psychologie. En fait, il y a 2 biais intéressants par rapport à ça. Là, on je rebondis par rapport aux enfants encore une fois. C'est l'effet Pygmalion, l'effet Golem. L'effet Mmh, Pygmalion qui dit simplement, en fait, je vais reprendre ce que je dis précédemment, ce que Quentin a dit précédemment, mais qu'il y a un élève à l'école qui est constamment bridé par un professeur qui le dénigre ou qui l'abaisse dans ses connaissances, ses compétences, aura de moins bons résultats qu'un enfant qui, lui, à l'inverse, sera tiré vers le haut. Donc le côté tiré par le haut, c'est l'effet Pygmalion, l'effet tiré vers le bas, c'est l'effet Golem. Ce qui explique aussi pourquoi, on a souvent tendance à avoir des quartiers compliqués où les taux de réussite sont très bas. Parce que les profs tirent les élèves vers le bas, les élèves se tirent eux-mêmes vers le bas, les parents en rajoutent une couche, forcément à partir de là, le cerveau jamais n'ira de l'avant. À l'inverse, une deuxième école qui tire vers le haut, tout le monde sera tiré vers le haut et donc forcément les résultats mmh, aussi seront tirés vers le haut et en plus, parce que grâce à une école qui tire vers le haut, un élève se rend compte que d'autres élèves peuvent le faire. Du coup, pourquoi pas lui? Vraiment, le mmh, discours a une incidence sur la physiologie et donc sur la capacité à réussir. Donc en tant que papa-preneur, se dire: «Aujourd'hui, j'ai une journée qui est très compliquée, jamais je pourrais y réussir». OK, bah, c'est vrai, tu as raison, tu pourras jamais réussir. mmh, C'est clair, tu pourras jamais réussir. Tu te places pas dans les bonnes conditions physiologiques par ton discours interne pour réussir. Donc 2 possibilités, soit tu t'enterres là-dedans, tu vas échouer, soit tu te dis: «OK, maintenant, comment je peux faire en sorte de réussir?» Je décale certains mmh, projets, je me laisse plus de temps, je revois mon discours interne ou je change potentiellement d'action sur la journée pour faire autre chose. Où là, je suis plus à l'aise avec mon discours interne pour réussir. Après, encore une fois, l'idée, c'est pas de grossir le trait, d'avoir le côté un peu Tony Robbins américain de: «Tu penses, tu réussiras tout». Non, ça, c'est des conneries. Ça peut non, marcher, ça, mais c'est la pensée positive à 2 balles, la voilà, c'est ça, psychologie c'est le positive côté, à 2 ouais, balles, le gros qui est raccourci et totalement cetera, un déformée, qui peu, fonctionne pas. le côté un peu loi d'attraction et cetera. Non, ça, on s'en fout. Mmh, C'est pas ça qui va te faire devenir un nouveau Einstein, comme l'a dit Quentin. Mais vraiment, c'est, cette notion du 1 du 2 du 3 en plus. Sauf que 1 2 3 en plus, fois 7 jours, fois 30 jours, fois 365, ça fait une différence. Vers le haut, vers le mmh, bas, comme pour les habitudes. complètement. Bah, tu vois, en parlant d'habitude et je pense que, on pourra s'arrêter là-dessus parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes. C'est passé vite, là. Hem, ouais, mais parce que c'est des sujets, hyper intéressants et merci de m'avoir fait cette surprise d'ailleurs, parce que, bah, j'étais pas au De courant de rien. ce qu'on allait aborder aujourd'hui et c'est vrai que c'est des sujets hyper importants. 1re chose d'abord, je vous invite vraiment, si ces sujets vous intéressent, à lire le bouquin, Mindset de Carol Dweck justement qui est enseignante et chercheuse à Stanford. En français, comme d'hab, ils ont traduit ça n'importe comment et il fait très livre de développement personnel à la mort moelleux, c'est «Oser réussir» de Carol Dweck. Ouais, d'accord. Mais c'est vraiment un livre sur l'état d'esprit et sur en gros, c'est 300-400 pages sur, 30 ans de recherche qu'elle a mené et l'impact de l'état d'esprit, de la manière dont tu peux configurer ton esprit, Mmh mh. pour réussir. Et c'est extrêmement important. Il y a l'effet de golem, et l'effet Pygmalion qui est mentionné plusieurs fois. On parle beaucoup de ces études sur les enfants justement et ça c'est la première chose, donc je vous invite à lire ce livre. C'est La réussir, deuxième hein. chose, ouais, c'est «Oser réussir», Ouais, changer d'état d'esprit, de OK. Carol Dweck en Carol français. S. Dweck, Ouais, OK. c'est ça. Ouais, exactement et la deuxième chose dont je voulais parler, je l'ai plus vraiment en tête, je l'ai zappé, c'est pas bien grave. Dans tous Ça en les cas, le fera un plus intéressant, c'était vraiment, lisez ce livre. Il est hyper intéressant. J'en ai parlé moi dans le mien, dans mon bouquin Déboulonnable. Il y a tout un chapitre sur ça, mais ce livre vraiment va en profondeur et est très intéressant. Il apporte beaucoup de perspectives. super. Merci pour la ressource que je ne connaissais pas et si le sujet secondaire te revient, on en fera un épisode, futur Ouais, bien dessus. sûr, Et bah, avec super, plaisir. merci Quentin pour, cet échange passionnant. Merci à toi de l'avoir abordé. Franchement, c'était trop cool. J'espère De que ça rien. vous aura parlé d'ailleurs, vous qui écoutez le podcast Ouais, puis c'est des sujets qu'on et aborde très peu, je trouve, aujourd'hui, donc à la fois sur la parentalité, sur l'entrepreneuriat, de façon générale. Parce que souvent, malheureusement, le dev perso a un peu rendu ésotérique tous ces sujets-là qui, à la base, pourtant ont une base scientifique. Mais sauf quand on décrédibilise quelque chose et bah, à partir de là, on n'y croit plus ou on l'exagère avec cette notion de croire que je peux, du coup, je peux tout faire. Non, tu peux mieux faire, oui, tout faire, j'irai pas jusqu'à là, quoi. ouais, complètement. J'ai jamais essayé de sauter d'une falaise en me disant que je pourrais voler. Il y a des personnes qui ont essayé sans wingsuit Ils ont eu des et c'est pas problèmes. parce qu'on se dit qu'on est ouais, ils ont eu des problèmes. C'est pas parce qu'on dit qu'on est capable de quelque chose qu'on peut le faire. On peut faire beaucoup Complètement. plus que ce qu'on pense. C'est vraiment le fond de mon métier. Ouais. On est capable de bien plus de choses que ce qu'on pense, mais on n'est pas capable de tout non plus. Et on va se laisser sur ces paroles-là. Maintenant, comme d'habitude, n'hésitez Exactement. pas à commenter potentiellement sur YouTube, à laisser des avis sur Apple Podcast et à nous suivre sur les différents réseaux.
et voilà, tout est bon, je crois. À la semaine On se dit à prochaine, la semaine Quentin. prochaine? Ciao, Ouais, salut. allez, salut!